Mercredi 2 février 2022, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Nieta TV. Les titres. Plusieurs avant-projets de textes ont été examinés par le Premier ministre et les membres du gouvernement, parmi lesquels la création des universités dans les régions du Nord. La crise diplomatique entre Bamako et Paris défraie la chronique à Bamako. Les hommes politiques en parleront dans ce journal au micro de Soumouyatara. Nouveau bilan après les tensions à la frontière entre la Gambie et la Casamance. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Un conseil de cabinet a réuni le Premier ministre Dr Chokela Kokala Maïga et les membres du gouvernement. Des avant-projets des textes ont été examinés au cours des discussions dans la salle de réunion de la primature, parmi lesquels figure un avant-projet des textes relatif à la création des universités de Gao, Sikasso et Tombouctou. Les détails avec Abdou Ouattara. Le Premier ministre Chokela Kokala Maïga a présidé hier à la primature un conseil de cabinet regroupant les membres du gouvernement autour de plusieurs projets de textes et d'ordonnances concernant 3 départements ministériels. Il s'agit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social et du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Concernant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le gouvernement a analysé des projets de textes relative à la création d'organisations et aux modalités de fonctionnement des universités de Sikasso, Tombouctou et Gao. Pour le ministre des Affaires étrangères, du culte et des coutumes, les dossiers étaient relatifs au projet d'ordonnance portant organisation de la liberté religieuse et de l'exercice du culte en République du Mali. S'y ajoutent les projets de textes relatifs à la création et au cadre organique des directions régionales et départements des services sub-régionaux des affaires religieuses et du culte. Enfin, les dossiers présentés par les ministres en charge de la fonction publique portaient sur le projet de décret portant révalorisation des traitements du personnel de l'administration relevant du Code du travail, du personnel enseignant contractuel de l'État et du personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales, ainsi que le projet de décret portant modification du décret numéro 2012-434 du 9 août 2012 fixant les conditions d'emploi et des rémunérations des membres non fonctionnaires du cabinet du président de la République, du secrétariat général de la présidente de la République, du cabinet du Premier ministre et des cabinets ministériels. À la fin des travaux qui se sont déroulés à huis clos, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a indiqué à la presse que le conseil des cabinets portait essentiellement sur une série de textes que l'on peut catégoriser en 2 grands types, selon le colonel Abdoulaye Maïga. Il s'agit des textes concernant l'organisation de la liberté religieuse et l'exercice du culte dans notre pays et les textes relatifs à la création d'universités dans les régions de Tombouctou, Gao et Sikasso. S'agissant du premier point, le porte-parole du gouvernement a souligné que le Mali est une république laïque. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, nous faisons face au terrorisme et à l'extrémisme violent qui ont constitué une opportunité pour des personnes de mauvaise foi d'instrumentaliser la religion ici et là, a dénoncé le colonel Abdoulaye Maïga. Selon lui, il était dès lors très important pour l'État d'investir les champs religieux afin de mieux l'encadrer et surtout de prévenir tout débordement et instrumentalisation de la religion aux fins d'actions terroristes. En outre, le gouvernement a échangé sur la nécessité de déconcentrer les services de ces ministères à travers la création des directions et des structures sub-régionales dans certaines régions, a relevé le porte-parole du gouvernement. Concernant l'enseignement supérieur, le ministre Maïga dira que depuis un certain temps, les plus hautes autorités ont décidé qu'il était important d'éviter de concentrer toutes les universités dans la capitale. C'est pour cette raison que la décision politique a été prise d'opérationnaliser très rapidement des universités dans ces 3 régions, a-t-il justifié. Il faut rappeler que Ségou a été doté d'une université depuis 2010. Les relations diplomatiques avec la France sont devenues très tendues cette semaine après le renvoi de l'ambassadeur de la France par les autorités de la transition. Cette nouvelle décision n'est certes pas sans conséquence, mais est toujours soutenue par nos hommes politiques qui estiment que cette poussée de la France vers la sortie et restera une belle victoire tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique. Reportage Soumouyatara Salfiniare.
Pousser la France vers la sortie est l'acte posé par nos autorités de la transition pour se faire respecter. Cette décision est soutenue par les partis politiques qui estiment que le respect doit être mutuel. Il n'y a pas de tension en réalité. Et le Mali, en toute souveraineté, en tout cas, a jugé nécessaire que l'ambassadeur de France en République du Mali n'était plus la bienvenue. Et compte tenu des spécificités dont il est question aujourd'hui, et vous allez comprendre que les autorités françaises, depuis un certain temps, sont en train d'agresser de façon verbale sur les médias et à travers le monde, non seulement les dirigeants du Mali, mais au-delà le peuple malien. Donc la réponse appropriée par rapport justement à toutes ces attaques a été matérialisée par le renvoi de l'ambassadeur de France en République du Mali. L'Afrique a beaucoup contribué à travers les tirailleurs. Les Maliens étaient au moins là-dedans pour la libération de la France. Ce respect qu'on se doit mutuellement, il faut l'arrogance et le mépris qui doivent donc éviter envers le peuple africain et particulièrement le peuple malien, doit faire en sorte que les uns et les autres, en termes diplomatiques, se respectent. Mais l'arrogance de certains dirigeants français, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, et surtout même l'attaque personnalisée, l'attaque ciblée du président de la République, montre la déception. Et franchement, nous sommes dépassés, outrés par le comportement de certains dirigeants qui sont en mal de popularité à la veille de l'élection, pensant qu'il faut partir comme ça pour essayer de créer des problèmes aux Maliens. Il faudrait que l'État français, à travers ses représentants, comprenne que nous sommes désormais dans un monde où la liberté de coopérer des pays ne peut pas connaître une restriction. C'est vrai que beaucoup de pays comme le Mali ont été des anciennes colonies de la République française, mais au jour d'aujourd'hui, nous devons pleinement exercer notre souveraineté nationale et internationale. Nous vivons des difficultés sécuritaires, des difficultés économiques. Nous sommes reconnaissants des efforts que la France et ses alliés ont voulu ou ont mené en accompagnant le Mali. Mais nous sommes aujourd'hui au regret de constater que ces efforts n'ont pas pu nous amener à, comme on appelle, à bout du terrorisme. Et c'est pourquoi le Mali, dans le cadre de sa souveraineté, a voulu se pencher ou se tourner vers d'autres pays. Et je pense que cela est tout à fait normal. Le respect mutuel qui existait entre la France et le Mali est bafoué et cela n'est ni à encourager ni à accepter par les Maliens qui n'ont cessé de donner des siens pour la réussite de cette amitié toxique, même si cette rupture diplomatique n'est pas sans conséquences. Ceux qui pensent de conséquences pensent forcément que nous sommes à la solde encore de la France. Moi, j'estime aujourd'hui que notre souveraineté et surtout notre indépendance, nous la devons au peuple. Et ce peuple, aujourd'hui, a décidé de prendre ses destinées en main, vivre à la sueur de son front. Donc, c'est quelque part dire que nous avions conscience aujourd'hui que l'accouchement va être très difficile, mais le bébé, il va bien se porter parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous avions conscience que nous ne pouvons plus continuer dans cette politique d'ingérence que la France a au niveau de nos États, mais surtout au niveau justement de l'épanouissement de notre peuple. Dans tout ce qui se passe dans la vie, il y a des conséquences. Mais les conséquences, nous les gérons avec responsabilité, avec l'engagement de la détermination du peuple malien. Nous ne pouvons pas évoluer sans difficulté. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que le plan de riposte a permis de ramener les prix à sa juste valeur. Au départ, les prix du sucre ont augmenté. Certains commerçants ont voulu jouer au jeu. L'État a pris ses responsabilités,
clairement pour dire que voici les prix fixés qu'on ne peut pas dépasser. Aujourd'hui, les sucres sont revenus, les ciments sont revenus et nous sommes en train de prendre des dispositions. Les Maliens doivent comprendre que nous ne pouvons pas continuer à aller quémander. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes à entamer. Que ce soit même les réformes de la CEDEAO, les réformes du franc CFA, pour que les Maliens ne puissent pas continuer, que nos francs soient fabriqués en France, qu'ils fassent de ce qu'ils veulent avec nos ressources, avec tout ce qui est notre économie, et nous devrons revoir nos liens de collaboration avec la France pour que l'indépendance soit économique et politique. L'une des premières conséquences pour les deux pays, c'est d'abord de se dire que les choses ne se feront plus comme avant. Cela veut dire quoi? C'est de comprendre que voilà, la souveraineté, malgré les difficultés, ne doit pas être gérée à moitié. Il faut reconnaître la plénitude de la souveraineté nationale. L'une des autres conséquences aussi peut être que le Mali et la France décident dans une future collaboration dessiner clairement les contours, que ce soit la collaboration voilà, militaire, la collaboration scientifique, la collaboration économique. Les choses doivent être désormais être clarifiées. Et je pense que voilà, il faudrait aussi que la France comprenne que le Mali ne doit pas coopérer avec les autres pays à travers elle. Une des autres, comme on appelle, conséquences serait que si la France est intéressée par des atouts économiques, par des potentialités économiques du Mali, que cela se discute, que cela ne fasse pas l'objet des petits jeux, des petits contours. Et je pense que voilà, même les hommes politiques aussi qui viendront après cette transition comprendront que la seule volonté qui vaille d'être respectée, c'est la volonté du peuple. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a répondu aux questions des députés ce 1er février à l'Assemblée nationale. Pour le député de la gauche démocrate et républicaine, les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Jean-Paul Lecoq n'a pas hésité à cracher ses vérités à Le Drian. Il poursuit et même qu'il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Suivons les détails. Monsieur le ministre, Guinée, Mali, Burkina Faso, les changements de régime dans le Sahel vous obligent à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire? Est-il économique ou militaire? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Nous l'avons constaté avec la plus grande gravité lors du colloque Ama Donsoko à Dakar la semaine dernière. Si vous aviez fait tout cela, ces coups d'État se seraient heurtés à une résistance populaire forte. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps d'écouter enfin les forces de progrès africaines?
Nous restons à l'Assemblée nationale de la France. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, répondant aux questions d'un député, a soutenu que c'est le Mali qui s'isole. Ce n'est pas un sujet franco-malien, estime-t-il. La situation de plus en plus crispée entre Bamako et France était évidemment au cœur des questions du gouvernement de ce mardi 1er février. Alors que l'ambassadeur Joël Meher a eu 72 heures pour quitter le pays, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a été interrogé par les députés. Et aux députés de la 9e circonscription des Français établis hors de France, membre de la Commission des Affaires étrangères, Mjid El Guirab, il a répondu avec cette formule. C'est le Mali qui s'isole. Ce n'est pas un sujet franco-malien. Le sujet que nous avons devant nous, ce n'est pas un sujet franco-malien, a développé Jean-Yves Le Drian. C'est un sujet entre la communauté internationale et le Mali, entre les Africains et le Mali. C'est un sujet entre les Européens, les Africains et le Mali. C'est un sujet pour notre propre sécurité collective, a continué le ministre qui, quelques minutes plus tôt, répondait au député Jean Lassalle que la France ne cesserait pas son combat contre le terrorisme. Par ses mots sur l'isolement malien, Jean-Yves Le Drian a renchérissé sur les propos du député du mouvement radical qui lui expliquait que la sortie de crise au Sahel ne pouvait pas se faire que de manière collégiale au niveau européen et surtout en concertation avec nos partenaires africains. Un dispositif Takuba qui doit s'adapter, les pays partenaires du gouvernement européen de forces spéciales Takuba, groupement de forces spéciales européennes créé en 2020 à l'initiative de la France en vue de partager le fardeau au Sahel, vont travailler ici la mi-février à l'adaptation de leur dispositif au Mali. Au regard de l'isolement progressif de ce pays dirigé par une junte, a annoncé ce mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ce qui est certain, c'est que la situation ne peut pas rester en l'état. Donc, d'ici la mi-février, on va travailler avec nos partenaires pour voir quelle est l'évolution de notre présence sur place et pour prévoir une adaptation, a-t-il déclaré sur France Info au lendemain de l'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur de France par la junte au pouvoir. Au même moment, la Norvège a annoncé qu'elle renonçait à envoyer un petit contingent militaire qui devait intégrer la force européenne anti-djihadiste au Mali, faute d'accord avec la junte en pleine brouille avec les Européens. Il n'a pas été possible d'établir avec le Mali un cadre juridique suffisant qui assure la sécurité de nos soldats, a affirmé le ministre norvégien de la Défense Odd Roger Enorsen devant le Parlement à Oslo. À compter d'aujourd'hui, il n'est pas d'actualité d'envoyer une force norvégienne au sein du groupement européen de forces spéciales Takuba, a ajouté le ministre membre du gouvernement de centre-gauche. Suivons l'actualité internationale. Au Sénégal, le dernier bilan avancé par l'état-major des armées lundi soir fait état de 4 militaires tués et 7 autres retenus prisonniers après l'accrochage survenu le 24 janvier dans le sud de la Gambie. Des affrontements entre soldats sénégalais déployés dans le cadre de la mission de la CEDEAO et des présumés combattants du MFDC, ce qui provoque un regain de tension dans la zone. C'est un regain de tension après une accalmie ces dernières années dans cette zone nord de la Casamance, à la frontière avec la Gambie. Un fief de Salifo Sadio, le chef d'une des factions du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. À Dakar, l'état-major a donc annoncé lundi soir le bilan de 4 soldats décédés, 3 lors des affrontements du 24 janvier, un autre des suites de ses blessures. À ce jour, il n'y a plus de portées disparues. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées, les 7 militaires retenus en otage sont tous vivants et bien portants. Du côté du MFDC, l'armée faisait état la semaine dernière d'un combat tué et de 3 autres faits prisonniers. Une attaque lors d'une opération de lutte contre le trafic du bois. Les soldats ont été attaqués dans le cadre d'une opération de sécurisation et de lutte contre le trafic, notamment de bois, affirme l'état-major. Des soldats déployés au sein de l'ECOMIG, la force ouest africaine,
présente depuis 5 ans en Gambie à la demande du président Adama Barrow. Le MFDC a accusé par le passé cette force de faire des incursions en territoire sénégalais depuis la Gambie. Après la remise par le MFDC des corps de 2 soldats tués dimanche soir, la communauté catholique San Egidio indique avoir entamé une médiation pour tenter d'obtenir la libération des prisonniers. La junte militaire au pouvoir depuis la semaine dernière au Burkina Faso a rencontré mardi à la présidence à Ouagadougou les responsables des principaux partis politiques du pays qui ont été nombreux à se dire prêts à accompagner la transition. Les leaders politiques ont été reçus pendant un peu plus d'une demi-heure par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les déclarations du chef de l'État vont dans le sens de ramener la paix. Nous le saluons, a déclaré le chef de file de l'opposition avant le putsch, Edi Komboigo. Il souhaite aller vite et bien, a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale à lui apporter un soutien pour qu'il puisse réussir sa mission. Lundi, une délégation conjointe de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et de l'ONU avait rencontré la junte au pouvoir, estimant qu'elle était très ouverte aux discussions. Mardi matin, Alassane Bala Sankadi, président du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, l'ex-parti au pouvoir, qui était encore chef du Parlement avant le coup d'État, était également présent à la rencontre au palais présidentiel. Il n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie car il avait été autorisé à rendre visite dans la foulée au président renversé Roch Marc Christian Kaboré, en liberté surveillée depuis le putsch. À l'image de M. Komboigo, d'autres opposants ont indiqué être à l'écoute des propositions de la junte et de son chef, le colonel Damiba. Notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il réussisse et en tant qu'homme politique, nous avons besoin qu'il nous fasse confiance, a déclaré Alain Zougba, un ancien proche de Blaise Compaoré, président du Burkina Faso de 1987 à 2014, renversé par une insurrection populaire. Ils ont dit leur ouverture vis-à-vis de tous ceux qui peuvent apporter leur contribution selon l'expérience et la compétence, pas selon l'appartenance à un parti politique. Ils veulent être dans l'apolitisme pour le moment, a de son côté affirmé Achille Tabsoba du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ex-parti de Blaise Compaoré. Le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, a échappé mardi à une tentative de coup d'État, dernier en date d'une série de coups de force à travers l'Afrique de l'Ouest. M. Embalo, un ancien général arrivé en 2020 à la tête de ce pays, à l'histoire politique jalonnée de tels événements, s'est présenté mardi soir devant la presse, indemne et serré, après être resté coincé avec les ministres dans le palais du gouvernement, théâtre pendant plusieurs heures l'après-midi d'échanges de tirs nourris. Le chef de l'État et les membres du gouvernement ont été surpris à l'intérieur du palais, le siège des ministères où se déroulait un conseil des ministres extraordinaire par des hommes en armes aux motivations encore mal connues. Selon les témoignages, il s'agissait de tuer le président de la République et tout le cabinet, a-t-il dit. M. Embalo n'a pas précisément désigné les auteurs de cette tentative de coup d'État. Celle-ci doit venir de ceux qui sont contre les décisions que j'ai prises, notamment dans la lutte contre le trafic de drogue et la corruption, a-t-il dit. Parlant d'actes très bien préparés et organisés, mais aussi d'actes isolé. Il est retrouvé sous des tirs nourris d'armes lourdes pendant 5 heures, aux côtés de son aide de camp, des 2 gardes-corps et d'une ministre, tandis que le combat faisait rage, a-t-il raconté. Il y a beaucoup de morts, a-t-il déclaré. Après plusieurs heures de confusion et de rumeurs, le président a été tiré d'affaire. Tout va bien, a-t-il dit dans un bref échange téléphonique avec l'AFP, à un moment où il se trouvait, semble-t-il, toujours au palais du gouvernement. Puis ses services ont annoncé un retour au palais présidentiel et lui-même a tweeté « Je vais bien, alhamdoulilah, Dieu merci ». La situation est sous contrôle. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné cette tentative de coup d'État. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki,
Maki Mahamat a exprimé sa grande inquiétude. Les deux organisations ont paru désigner les militaires comme en ayant été les responsables car chargés de la sécurité du président et du gouvernement. En Algérie, 40 détenus auraient entamé une grève de la faim dans la prison d'El Haracha ce vendredi 28 janvier. C'est l'avocat et membre du collectif de défense des détenus d'opinion Abdelghani Badji qui a fait l'annonce sur le plateau de Berber Télévision ce jeudi 27 janvier. Il affirmait que cette action coïncidait avec le 64e anniversaire de la grève de 8 jours en 1957 et visait pour protester contre l'article 87 bis sur la base duquel ils ont accusé de terrorisme. Plusieurs avocats et militants des droits humains ont confirmé le début de cette action de la grève de la faim le lendemain, vendredi 28 janvier, selon le site d'information Le Matin d'Algérie. Depuis le début de l'année, plus d'une trentaine d'Algériens proches du Irak auraient été ainsi placés sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, rapporte le média Le Matin d'Algérie. La procédure qui vise à l'emprisonnement d'une personne avant son jugement est devenue la règle dans la prison d'El Haracha. En faisant une grève de la faim, il dénonce donc la systématisation de cette logique d'incarcération. Il dénonce les conditions de vie en détention. Ils ont soumis depuis 2 ans, à l'instar des autres prisonniers, à une double peine en les privant de la visite familiale et des paniers repas confectionnés par les familles. Selon les médias Le Matin d'Algérie, s'il y a une reprise depuis 1 an des visites familiales, l'interdiction du papier est toujours de mise. Dans une tribune publiée le lundi 30 janvier dans le même journal, soit 2 jours après l'annonce de la grève de la faim, le parquet général de la Cour d'Algérie réfute ces informations. Il dément à la fois la grève de la faim et le nombre de détenus d'opinion recensés. Le parquet juge ces affirmations comme tendancieuses dans la mesure où aucun mouvement de grève n'a été enregistré au sein de l'établissement pénitentiaire d'El Haracha, relève le site d'information Le Matin d'Algérie. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.